Je suis ravie d'être avec vous, ce midi. On part, pour une navigation ensemble sur un partage d'expériences de notre expérience du festival Facette et en particulier notre troisième édition. Je vais avoir l'occasion de vous, reparcourir un petit peu notre histoire. L'idée de ce partage d'expériences, c'est vraiment dans l'ADN de l'association que je représente, que de pouvoir capitaliser sur ce qu'on a pu faire qui fonctionne ou qui fonctionne pas, avec évidemment toujours beaucoup d'humilité, puisque c'est toujours à remettre dans notre contexte en propre. Mais on apprend beaucoup les uns des autres au sein de la communauté et nous-mêmes au contact d'autres communautés. Et donc c'est dans cette volonté de partage de commun qu'on s'est dit pourquoi pas, en plus d'avoir une version écrite du kit qui présente notre méthodologie, d'avoir aussi cette version live, un espace en tout cas pour vous en parler de vive voix, parce que c'est toujours un peu plus convivial. Alors, je vais vous slide au fur et à mesure, mais pour vous partager un petit peu le sommaire, l'idée c'est qu'on traverse ensemble rapidement l'histoire de comment s'est construit ce festival qui est une initiative citoyenne et du coup qui s'est au fil des années consolidée de manière 100% collaborative. Avant du coup de faire un zoom sur nos apprentissages et notre méthodologie, sur cette année écoulée, qui a donné lieu à 2 jours de fête à la Cité Fertile à Pantin, en juin dernier, en traversant de manière assez chronologique les différents dispositifs de co-construction qu'on a pu mettre en place, de la phase de la conception jusqu'à la capitalisation, en passant par la coordination. Et alors, le temps de questions-réponses, du coup, va être un tout petit peu moindre puisqu'on découvre ensemble que le chat n'est pas actif aujourd'hui, mais vous aurez tous nos contacts à la fin, bien sûr, pour qu'on puisse poursuivre ce partage d'expériences en direct en fonction de vos expériences à vous. Donc voilà, bienvenue pour cette pause déj ensemble. Merci de partager cette heure avec moi. Je suis ravie d'être avec vous. Donc, je vous ai déjà parlé du sommaire. On va donc passer rapidement sur ce menu. Et dans le chat, on s'est déjà un peu raconté comment qui arrive et je suis ravie de savoir qu'on a du coup de connecter des personnes qui a priori partagent quelques points communs avec nous, à savoir animer des communautés, organiser des événements et plus ou moins en lien avec la santé mentale. Et de toute manière, dans tous les cas, ah, on m'indique, pardon, je vois que certains arrivent à utiliser le chat, incroyable. C'est que je pense que vous avez un compte YouTube. Pardon, j'expliquais que c'était notre première fois sur le live YouTube, donc on découvre un peu les coulisses. Génial, la boucle. Hello, merci pour ce webinaire, j'envoie ce message. Eh ben, trop bien. Sachez que la boucle, je vous reçois. Donc, c'est une bonne nouvelle. N'hésitez pas, du coup, à intervenir si vous avez des questions ou besoin de précision. Ça va nous permettre un peu plus d'interactivité. Donc, c'est génial. Et d'ailleurs, si vous avez envie juste de nous présenter un peu ce que vous faites, chez La Boucle, avec grand plaisir de vous lire, ça permettra aussi de se projeter. Ah, mais je vois que OK, Laure aussi. Eh ben, génial. Bienvenue Laure, bienvenue La Boucle et bienvenue, aux personnes que je ne peux pas, découvrir en coulisses. Ravie d'être avec vous. Peut-être le temps que chacun, puisse, me dire un peu plus qui vous êtes, d'où vous vous êtes connectés. Je vais prendre le temps moi aussi de me présenter. Donc je m'appelle Charlène Hameau, je suis coordinatrice du Facette Festival. Mon rôle globalement en tant que coordinatrice, c'est finalement d'être chef d'orchestre d'une communauté, de plein d'humains, qui arrivent avec, leur propre expérience de la santé mentale, mais qui ont comme point commun d'être des citoyens et citoyennes qui ont envie de passer 2 jours ensemble de manière festive pour parler de santé mentale. Ça ressemble globalement autant à des jeunes qui sont des jeunes, plus ou moins concernés par des enjeux autour de la santé mentale, mais qui sont aussi des jeunes qui sont, proches aidants, mais aussi, des moins jeunes qui peuvent être, professionnels de la santé, de l'éducation ou tout simplement, eux aussi, de l'entourage de jeunes qui se préoccupent de la santé mentale. Là, je vous ai mis mon mail, vous l'aurez aussi à la fin, donc n'hésitez pas encore une fois, on est dans une démarche, vraiment d'open source dans l'asso, donc si vous avez à cœur de nous partager un peu, vos expériences, sur le sujet, on sera ravis de pouvoir le lire. OK, coordinatrice du PTSM 31, génial, projet territorial de santé mentale de la Haute-Garonne. Eh ben, ravie de vous savoir parmi nous, Laure. Quand on dit chef d'orchestre de la communauté, qu'est-ce que ça veut dire globalement? Je pense que toutes ces illustrations illustrent, toutes mes casquettes différentes. Ça va de organisation de tournage pour créer la communication autour du festival à
évidemment, en 2024, beaucoup d'animations de visioconférences puisque notre communauté, même si le festival a lieu en Île-de-France, est rassemblée, sur tout le territoire national, mais international aussi. On a parfois des gens qui se connectent d'un peu plus loin. Et évidemment de faire le pont en réalité entre les envies des jeunes, faciliter la mise en place d'outils pour, pouvoir, créer des processus décisionnels qui mènent à une programmation et forcément faire le pont ensuite avec tous les partenaires qui gravitent autour du festival, autant sur le champ des interventions que des artistes, mais également de partenaires plus opérationnels, autour, de ce qu'on mange, ce qu'on boit et où est-ce qu'a lieu effectivement le festival. Et pour ça, je ne suis pas seule, bien sûr, je suis en tout cas entourée d'une équipe qui passe donc, vous l'aurez compris, globalement sur 90 voire même 99 de bénévoles, mais et depuis 1 an aussi des salariés. Sandy, je sais, qui est connectée avec nous ce midi, qui est en charge d'un autre projet qui est le laboratoire. On aura l'occasion, en tout cas, j'aurai l'occasion de vous en parler à la toute fin, mais également des prestataires et c'est important de le souligner parce que, moi, ma profession ou en tout cas mon expertise, elle est dans l'animation de communauté et dans l'événementiel, mais on s'appuie et c'est vrai de plus en plus sur aussi des professionnels du monde de l'événementiel, des prestataires qui sont des directeurs techniques, des régisseurs, également un cercle scientifique qui est très actif en soutien. J'y reviendrai un tout petit peu sur, leur rôle au sein de la communauté qui est un pilier fort consultatif pour accompagner, chacun de nos projets. Donc voilà globalement, quelles sont mes différentes casquettes. On va pas se mentir, ma casquette principale et c'est un peu pour la blague, mais c'est quand même assez important pour moi, se joue beaucoup autour de créer de la convivialité dans tout ce qu'on crée ensemble et donc là, un petit souvenir d'une galette des rois, qu'on avait pu organiser pour relancer la dynamique partenariale autour du festival. La Boucle est une communauté d'acteurs du rap émergent. Génial. Parmi nos prochains projets, on souhaite organiser la seconde édition de notre festival. Eh ben, trop bien, trop chouette, ravie de vous découvrir. Assez curieuse de savoir, à votre hauteur, la dimension un peu de ce festival. Nous intervenons dans des assos pour faire de la médiation artistique en relation d'aide. Par exemple, récemment, un atelier de peinture pour un groupe de personnes en situation de handicap psy. Génial, ben, on a beaucoup de points communs. Avec plaisir de continuer d'échanger, à la poursuite de ce webinaire et venez du coup piocher, ce qui vous parlera bien sûr. Du coup, pour vous raconter, même si j'ai déjà commencé un peu à le faire, ben, je vous propose qu'on fasse un tout petit, coup de rétroviseur, sur l'histoire de ce festival collaboratif parce qu'en réalité, tout ce qu'on met en place depuis cette année est l'héritage, d'une, histoire commune qui a démarré il y a de ça déjà 3 ans, et qui se consolide autour d'une association qui s'est créée vraiment avec l'ambition au démarrage de créer le festival. Aujourd'hui, l'association, elle rassemble différentes lignes d'action, je vais avoir l'occasion de vous présenter. Elle a un nom, un petit peu plus long que Facette, même si on est connu pour, le Facette Festival d'abord, mais l'association s'appelle Innovation citoyenne en santé mentale et ces 4 mots résument absolument tout ce que l'on fait, à savoir, à partir de l'envie, du désir et de l'énergie de citoyens, proposer des axes d'innovation pour pouvoir démocratiser, déstigmatiser, éduquer autour des sujets de la santé mentale. On aime bien le résumer ainsi. Notre slogan, c'est d'illuminer ensemble toutes les facettes de la santé mentale. On l'a même doublé, j'ai carrément mis santé mentale, mentale, comme ça on est sûr. Notre vision, elle est assez simple, mais elle est assez ambitieuse, c'est de pouvoir faciliter l'accès aux soins avec un regard particulier sur celles et ceux qui en sont les plus éloignés. En tout cas, on a une volonté très forte, d'accéder, en tout cas de rendre accessible au plus de gens possible, et donc ça encadre le grand public, mais aussi les populations les plus vulnérables ou les plus éloignées géographiquement, de tous les dispositifs de promotion de la santé mentale par et pour les jeunes. Là encore, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Nous, on s'appuie et parce que je n'ai pas de slide dédié, mais c'est important de le dire, autour de la santé mentale sous toutes ses caractéristiques et tous ses déterminants. Finalement, tout ce qui fait que dans la vie de tous les jours, un individu est en capacité de mener une vie épanouie, individuellement bien sûr, mais aussi au sein d'une communauté au sens large, en reprenant finalement la définition, de l'OMS de la santé mentale. Ça passe par 3 missions: permettre à chaque jeune qui, nous rejoint de vivre sa santé mentale de manière unique et donc finalement de célébrer toutes nos facettes. De partager concrètement des outils pour prendre soin de sa santé mentale dans sa vie quotidienne.
en dehors et avec le parcours de soins. C'est important de le préciser parce qu'on n'est pas focalisé sur les troubles. On en parle, on ne les évite pas évidemment. On n'est pas là pour glamouriser ce que c'est que la santé mentale, mais on est là pour élargir le champ des possibles et le champ des outils, des ressources qui aident à vivre cette vie épanouie. Et ça passe du coup par la création en troisième mission de nouveaux récits, qui soient des récits, messages porteurs d'espoir, positifs, inspirants sur la santé mentale. On a des valeurs fortes qui se co-construisent, qui s'enrichissent, qui évoluent aussi au contact de cette communauté, mais dont les 3 piliers sont l'autodétermination et ça passe aussi dans le cadre d'une aventure bénévole à nos côtés. C'est qu'il y a toujours cette grande liberté à s'autodéterminer sur où démarre, moi, mon aventure, bénévole et où est-ce qu'elle s'arrête. C'est très important. On reste toujours très à l'écoute, bien sûr, que ce ne soit jamais au détriment de sa santé mentale. Ça paraît assez évident, mais c'est toujours mieux de le dire. Mais ça passe aussi sur, une certaine forme d'autonomie qu'on peut laisser dans les projets. Beaucoup de projets d'ailleurs annexes ou en tout cas intégrés au festival d'année en année ont eu lieu parce qu'il y avait des envies qui ont émergé, parfois dans un cadre de projets professionnels à plus long terme, parfois juste par goût ou par appétence personnelle. L'autre valeur, c'est l'accessibilité. Ça paraît assez évident, mais c'est très important pour nous. Sujet sur lequel on continue d'évoluer, d'avancer, de s'améliorer d'année en année. On est loin d'être parfait, mais on fait du mieux qu'on peut, en tout cas, pour que ce soit le plus souvent le cas possible, en mettant au cœur, les personnes concernées, sur chacun de nos dispositifs. Et le troisième axe très important, mais ça va être un fil rouge de toute ma présentation, c'est l'expérimentation. On parle de sujets sérieux, évidemment, on teste des choses, il y a des choses qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moins bien et on est assez à l'aise avec le fait de souligner aussi quand ça marche moins bien, parce que c'est peut-être le propre de l'innovation sociale que de tenter des choses et d'essayer d'en extraire la matière qui fonctionne le mieux pour le plus d'individus possible. Ça s'exprime d'une manière assez simple, c'est que depuis l'origine du projet, on a toujours mis la mesure d'impact au tout début de, l'évaluation de chacune de nos actions pour pouvoir permettre d'avoir cette boussole un peu plus objective qui d'ailleurs est pilotée par ma collègue Sandy, accompagnée, d'un mécénat de compétences externes. Ça c'est à la fois facilitant, parce que c'est nous accompagner sur un sujet d'expertise, mais c'est aussi nous assurer d'avoir finalement un regard externe plus objectif sur les actions qu'on met en place. Ça, c'était pour vous parler un peu de l'asso. On va arriver assez vite dans le concret. Ça se manifeste comment? Aujourd'hui, ça se transmet via la création de 3 actions que porte l'association. Moi, je vais me focaliser pas mal ce midi sur le Facette Festival parce que c'est ma casquette, c'est pour ça que vous êtes connectés et c'est de ça dont est extrait la méthodo. Mais je vous le disais, on n'a pas que le festival, on a développé progressivement sur la base d'envie de jeunes toujours, un laboratoire d'innovation qui est en fait un moyen en plus petit comité d'aller tester, d'expérimenter sur certains sujets plus précis et là, au croisement de différentes communautés, différents moyens de parler de santé mentale, différents moyens d'exprimer ce récit ou des expériences. Concrètement, le laboratoire, ça va passer par, ça peut être la projection d'un film avec un débat ensuite pour, effectivement voir à quel point l'axe culturel peut participer à une sensibilisation autour de la santé mentale. Ça peut être aussi, et ce sera le cas très prochainement, des expositions de photos couplées à des ateliers ludiques, participatifs pour questionner certains déterminants de la santé mentale comme le logement, la vie affective et sexuelle, le numérique, tout ce qui influe sur notre santé mentale. Et la troisième ligne d'action ne va pas vous surprendre puisque vous êtes connectés ce midi ou êtes en train de nous regarder en replay, c'est le partage des savoirs. Là aussi, ça a toujours été au cœur, on va dire, du processus, Facette, que de mettre à disposition à la fois les ressources, tout ce qui va être partagé en tant qu'outil pendant le festival, mais aussi pendant les laboratoires, mais également les coulisses comme on est en train de le faire, ce midi, dans une volonté vraiment de pouvoir se dire: «Le sujet est si important que si ça peut participer de, mettre au cœur de notre projet, le fait d'être en open source et de donner à voir grâce à des kits accessibles en ligne au maximum d'interlocuteurs possibles qui portent à leur échelle, eux aussi, d'autres projets à d'autres endroits en France et ben, ce sera avec grand plaisir parce qu'on s'enrichit nous-mêmes, beaucoup d'inspiration à droite à gauche et donc on a très à cœur de le faire aussi. Voilà globalement tout ce qu'on fait dans l'asso. Très précisément, en termes de timing et de calendrier, donc l'asso s'est créée
À la sortie du confinement, c'est important de le dire en termes de contexte parce que c'est de là aussi qu'est née cette, initiative citoyenne. Un peu en partageant le constat sous l'impulsion de notre fondatrice, qui a eu beaucoup de campagnes de communication qui parlaient de la santé mentale des jeunes et de sa dégradation au fur et à mesure des confinements, liés, à la crise covid. Mais pour autant, quand on était jeunes nous-mêmes, on avait du mal à se rencontrer dans la vraie vie, voire même à trouver, l'énergie, le pas de recréer du lien social en sortie de confinement. Et donc l'asso s'est créée sur cette première envie-là de différents citoyens, citoyennes qui ont commencé sur une page blanche à se dire à quoi ça pourrait ressembler un rendez-vous qui nous rassemble pour parler de santé mentale de manière conviviale, joyeuse et avec espoir. Et donc ça a donné lieu à la première édition du festival en 2022 qui a rassemblé 2 000 participants sur un projet un peu fou et un pari 100 bénévole qui s'est co-construit à travers des ateliers d'intelligence collective, de la consultation en ligne et l'arrivée progressive et la construction d'un comité scientifique qui a toujours été un soutien très important, pour s'assurer tout simplement que tout le monde vive aussi cet événement en parfaite sécurité psychique. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Si vous êtes curieux de connaître le lancement et peut-être du coup, là encore, notre méthodologie pour démarrer un projet de zéro, on a un kit dédié, sur cette année 2022 qui est accessible sur notre site. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Et après ce premier rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? Ben, après ce premier rendez-vous, c'est un succès parce que c'est un succès de fréquentation. C'est un succès aussi parce qu'on mesure déjà qu'on a un impact fort sur, un début de changement de regard ou en tout cas une envie pour les jeunes d'aller aussi un peu plus loin dans la découverte de tout cet écosystème qui nous a rejoints pour cette première édition, pour prendre soin de sa santé mentale au quotidien. Et donc, s'est enchaînée une deuxième édition en 2023 à plus large échelle puisqu'elle a rassemblé 3 500 personnes à la Cité Fertile, en continuant de distiller cette co-construction jusqu'à du coup l'année 2024 dont je vais avoir la joie de vous présenter les coulisses, qui s'est, du coup réalisée en juin dernier. On a été dans une forme de continuité des années précédentes puisque l'idée c'est pas forcément de réinventer, absolument tout, puisqu'on est aussi le fruit de ce qui a fonctionné avant, mais on a toujours à cœur dans ce désir d'innovation très fort, de proposer à la fois dans le processus de construction du festival, de nouvelles façons de faire, mais aussi dans le festival, une nouvelle expérience festivalière. Et donc je vais, vous parler de ces 2 axes-là. Sachez que du coup, là, maintenant, tout de suite, on est déjà en train de préparer notre prochaine édition qui aura lieu à l'automne 2025 et dont on dévoile le lieu, lundi prochain dans notre newsletter si vous avez envie, de suivre un peu nos actualités. Ça, c'est pour l'histoire. Je vous le disais, en parallèle de ce moment, un peu podcast où je me fais, la voix orale de notre méthodologie, vous pouvez retrouver la version écrite qui est encore plus détaillée et surtout où vous le verrez, j'ai zoomé sur pas mal d'outils, qu'on a mis en place qui sont téléchargeables sur le site, des grilles, des kits communication, enfin voilà. L'idée, c'est que vous pouvez vous en emparer, sans aucun problème, avec grand plaisir. Tout est dispo sur le site qu'on vous a remis là, donc n'hésitez pas à l'ouvrir en parallèle si vous avez envie de regarder un peu plus tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer ensemble du coup la partie kit méthodologie 2024. Très concrètement, par où ça passe ce retour d'expérience? Et ben, je vous l'ai dit, on va y aller de manière chronologique avec la conception. C'est important de vous parler par cycle parce que c'est aussi ce qui est venu structurer l'aventure de la communauté autour de la construction du festival que d'avoir un peu des temps forts, mois après mois, qui permettent aussi à chaque bénévole d'embarquer à mesure de sa disponibilité et de son envie sur des missions qui forcément sont un peu différentes entre le moment de la conception et le moment de la réalisation. Concrètement pour nous, le moment de la conception, il s'est échelonné de septembre à mars. Et je vous propose quelques zooms. La nouveauté et l'innovation qu'on a mis en place cette année, c'était d'avoir un appel à programmation. Jusqu'ici, nous, on a été en veille assez, constante pour inviter des personnes sur les premières éditions, les 2 premières à nous rejoindre dans la programmation. Le constat était qu'on avait, d'une année sur l'autre, beaucoup de partenaires qui revenaient, qui parfois proposaient la même chose. Donc on a eu envie de pouvoir continuer à booster l'innovation en procédant de cette manière-là. Ça a permis à chacun de
se réinterroger sur si je viens au Facette Festival, qu'est-ce que je viens proposer de nouveau par rapport aux années précédentes. Donc ça, c'était une des raisons d'être de cet appel à programmation. L'autre raison d'être, c'était de commencer à centraliser les propositions entrantes qu'on commençait à recevoir et ça, c'est une chance, c'est que du coup, avec ces 2 éditions, forcément avec 5 000 participants, on a commencé à avoir, à moindre échelle bien sûr, une petite forme de notoriété et avec beaucoup de demandes entrantes qu'on commençait à avoir du mal à filtrer, très honnêtement. Donc cet appel à programmation a permis tout simplement de filtrer dans le temps, d'un point de vue calendrier, l'arrivée des propositions, voire même, puisqu'on a eu toute une campagne de communication autour de cet appel à programmation, d'élargir à plus largement un écosystème, autour de la santé mentale, pour faire venir à nous d'autres intervenants dans, leur métier, dans leurs expertises, respectives. Et le troisième, je vous les ai mis dans le désordre, mais qui est très, très important, c'était comment on fait pour respecter notre ADN qui a été là au démarrage de l'association, en s'assurant qu'on n'est pas en train, nous, de choisir des intervenants d'un point de vue salarié, mais en gardant toujours les jeunes au cœur des décisions. Puisque du coup, les jeunes, après cet appel à programmation, ont été au cœur du jury de sélection de cette programmation. Donc sur la base de tous les projets qu'on a reçus, c'est eux, globalement, sur une liste de critères que vous pourrez retrouver dans le kit, qui ont concrètement choisi, étape par étape, chacun des projets, accompagnés du cercle scientifique. Comment on s'y est pris pour constituer ce jury de sélection? Eh bien, globalement, c'est passé par, 5 phases. La première, de manière assez évidente, a été le temps du recrutement de membres du jury et là, il faut être assez honnête, on a été assez, directif dans, le profil qu'on attendait pour, ces membres du jury. Typiquement, on a exclu les personnes qui étaient en dehors de notre cible d'âge pour respecter notre promesse de la cible prioritaire de notre festival, c'est les 15-30 ans. Alors ça peut paraître un peu arbitraire, mais du coup, le jury de sélection, ce n'était exclusivement que des jeunes de 15 à 30 ans. Donc ça, c'était la première étape. On a aussi réfléchi avec une facilitatrice à combien de jeunes il nous faut pour pouvoir aussi avoir une diversité de regards sur l'appel à programmation, tout en ne créant pas une machine incommensurable avec 300 jeunes. Donc très concrètement, nous, on a eu 8 jeunes, qui ont, composé ce jury de sélection. Ensemble et avec eux, on a défini des critères pour être en respect toujours à la fois de l'ADN du festival que de proposer un endroit festif, mais aussi un endroit sécurisant et donc ces critères, ils ont aussi été retravaillés avec notre cercle scientifique. Évidemment, ce noyau dur de jeunes, de 8 jeunes, à eux seuls ne sauraient suffire pour être représentatifs de toute notre communauté. Donc en réalité, le tri de l'appel à programmation qui nous a donné 160 projets, c'est aussi fait avec une préqualification. Très concrètement, un tableau Excel en ligne diffusé à notre communauté où chacun pouvait être, à même de faire ce qu'on appelait un background check, pardon pour les anglicismes. Globalement, c'était d'aller vérifier, re-questionner l'identité, la proposition du projet, pour s'assurer que c'était pas des personnes qui avaient, des antécédents en termes de, propos, de psychophobie ou qui, voilà, ne respectaient pas notre charte d'accessibilité et cetera. En sourçant évidemment à chaque fois qu'un jeune ou qu'un moins jeune d'ailleurs dans cette communauté trouvait des informations qui pouvaient être contradictoires à notre ADN Facette. Ce temps de préqualification avec la communauté, il a été important pour embarquer les troupes, mais aussi pour s'assurer que c'était, de manière collective finalement, une approbation, une pré-approbation des projets. Ensuite, et un point très important, c'est qu'on a choisi de se voir, donc de consacrer une journée entière en présentiel pour pouvoir débattre ensemble, qu'on a, gamifié. Vous retrouverez le programme complet dans le kit, sur, le tableau décisionnel et tout le programme de cette journée qui a été co-animé avec une facilitatrice puisque c'est le 5e axe. Ça a été de mettre en place un processus décisionnel pour faciliter cette prise de décision et ne pas entrer dans des débats qui, auraient pu, mener à aucune décision, derrière. C'est très important, tout en respectant l'avis, de chacun, chacune. Voilà globalement comment on s'y est pris pour le constituer ce jury de sélection et surtout, l'animer, au réel. J'ai beaucoup insisté depuis, le démarrage de ce live sur l'importance pour nous d'assurer la sécurité psychique. Je sais que vous n'êtes pas tous autour de la santé mentale, même si en réalité de ce que je vois là, vous en êtes proches quand même, donc vous y serez sensibles, c'est sûr.
C'est pareil, c'est un sujet sur lequel on travaille avec notre cercle scientifique. Le cercle scientifique, c'est une dizaine d'experts du sujet, donc des psychiatres, des psychologues, mais aussi des médiateurs en santé pair. Bref, une diversité de profils qui, de manière bénévole, sur sollicitation, nous donnent leurs conseils, leurs points de vue sur pas mal d'aspects autour du festival. Globalement, c'est avec elles et eux qu'on a travaillé à différents niveaux de sécurité psychique sur toute la construction du festival. Pour les bénévoles et les salariés, c'est passé par la mise en place d'une supervision avec une psychologue. Si à un moment donné, dans le cadre de leur bénévolat, un des sujets avait peut-être créé un sentiment d'angoisse ou de stress pour eux, en tout cas un espace pour analyser ce qui s'est passé de manière neutre avec une psychologue. Et la formation au premier secours en santé mentale également, pour les volontaires qui le souhaitaient. On a réalisé 2 sessions, de PSSM, à destination de nos bénévoles et salariés. Pour les festivaliers, le jour J, je vais pas faire un zoom très fort sur cet axe-là parce que c'est pas tout à fait le sujet du jour. Mais on a, depuis la première année, toujours eu une salle de repos, un endroit un peu éloigné, du bruit, de la foule, où chacun peut venir se reposer, tout simplement se poser. Et cette année, la nouveauté, c'est qu'on s'est entouré d'une youtubeuse qui a été notre marraine et qui a elle-même développé ce dispositif de safe place qui rejoint un peu cette ambition de salle où on peut venir respirer, souffler, mais qui, elle, le déploie sur des festivals un peu plus grande échelle, de musique. Toujours dans cette idée, de faciliter l'accès aussi à ces moments festifs à des populations qui pourraient, par raison, de difficultés psychiques, ne pas se permettre ou s'autoriser à venir. Hem et donc ça, c'est quelque chose qu'on fait chaque année. Et pour toutes et tous, on avait évidemment également un dispositif SOS. Donc là, c'était en cas de crise, hein, concrètement pendant le festival, qui était, cette fois-ci, un processus animé et pris en charge par des professionnels, donc par des psychiatres qui étaient en présence pendant tous les 2 jours du festival, avec nous. La clé qu'on avait envie de vous partager comme étant ce qui a permis, en tout cas, ce qui a pu être une différence par rapport aux années précédentes, c'est que cette année, on a mis un accent très fort sur la formation, ce qui n'était pas forcément le cas avant, mais surtout sur le fait de, au-delà de créer un dispositif, c'est super d'avoir 1000 procédés, 1000 procédures, 1000 dispositifs, mais surtout, on s'est assuré qu'ils soient connus de tous les bénévoles. Donc typiquement, dans le moment d'embarquement des bénévoles du jour J du festival, on a pris le temps, avec les psychiatres, de proposer une visioconférence pour présenter le dispositif SOS et que chacun, chacune soit bien au fait de concrètement où est-ce qu'ils seront sur le festival et comment je fais pour les alerter, pour rentrer en communication avec eux si, je constate qu'il y a, une crise à gérer sur le festival en lien avec la santé mentale. Donc ça, c'est la partie conception. Évidemment, ça va jusqu'à la réalisation, mais ça a été à l'origine, vraiment, des projets qui ont été, co-construits tout au long des mois de préparation. Une fois que la conception, en tout cas que la partie vraiment pré-programmation a été mise en place, on passe à une phase qu'on appelle, nous, la coordination. On rentre concrètement dans le vif du sujet à se dire: «OK, on va avoir tels intervenants. Maintenant, comment on construit notre line-up? Comment on organise notre festival?» Et donc ça s'échelonne sur 2 mois. Dans les nouveautés, et les envies qu'on avait cette année, on a ressenti un besoin assez fort d'harmoniser notre financement. Nous, on a très à cœur de rémunérer les artistes, les intervenants, qui viennent nous voir, quand bien même notre festival est gratuit et qu'on reste une association. Donc c'est évidemment toujours, un curseur à trouver, un équilibre à trouver, une balance qui n'est pas évidente parce que, évidemment, on souhaite pouvoir, faire que chacun soit rémunéré et en même temps pas mettre en danger la structure, de l'association pour permettre à chacun d'avoir ce festival chaque année. Donc jusqu'ici, on répondait un peu aux devis de nos prestataires, des intervenants et cetera, d'année en année et parfois ça nous a empêchés complètement, d'avoir, une diversité d'acteurs parce que, et ben, c'était la solidarité qui primait. Je fais exception de la première année où on avait mis, l'accent très fort sur, en fait, c'est un test pour tout le monde. Donc si vous participez, bah, ce sera pour par solidarité et c'était gratuit, on n'avait aucune rémunération de mise en place. Nos moyens ont un petit peu évolué, donc on se permet cet engagement un peu plus fort. Cela dit, pour sortir du cas par cas, on a décidé du coup de créer une grille tarifaire solidaire. Donc qui sont des tarifs, peut-être en dessous du standard, de certains professionnels et là encore ça varie beaucoup entre l'intervention d'une association, l'intervention d'un coach indépendant, l'intervention, d'une entreprise. On trouve évidemment
plein de tarifs très différents. L'idée, c'était de se dire: «Eh ben, on va pas appliquer vos tarifs habituels, mais voilà ce que nous, on a à vous proposer» et cette grille était harmonisée. Ça a permis de les valoriser, de nous maîtriser le budget et de sortir du cas par cas. La grille, très concrètement, si elle est peu visible, est accessible, en toute transparence sur le kit. La coordination, elle est aussi passée par le fait de temporiser, les moments où les bénévoles pouvaient s'intégrer au projet et prendre part concrètement aux différentes missions de préparation. C'est important de le préciser, peut-être pour vous en tant qu'organisateur, que ça a été une occasion pour eux de savoir plus précisément quand est-ce que je peux m'investir dans le projet, plutôt que d'être sur une fonction à la carte à 100. Et puis, là encore, de cadrer un petit peu le niveau d'investissement demandé, pour tout simplement, être opérationnel. Parce que quand quelqu'un s'engage pour, je sais pas, par exemple, gérer, en partie la programmation, musicale du festival, parce que c'est une des missions qu'on a, et qui est, ouverte aux bénévoles, et ben, ça veut dire que de avril à mai, je dois m'assurer d'avoir un certain niveau de présence et d'investissement parce que ça voudra dire telle, telle, telle mission. Ces 3 cycles-là, ils ont eu du coup vraiment, une existence forte parce que ça voulait dire pour moi, en tout cas en tant qu'animatrice, des temps de recrutement, des temps d'onboarding, des temps ensuite d'animation et puis de nouveau après le premier cycle de coordination, un deuxième cycle et on repart sur du recrutement de bénévoles et cetera et ça vient du coup rythmer, moi mon quotidien. Concrètement, après la manière dont on a eu, de les animer, c'est passé par un outillage assez classique. Nous, on a choisi d'avoir un espace partagé sur Notion, où chacun pouvait, s'il arrivait en cours de route, sous-entendu au deuxième cycle et pas au premier, retrouver l'historique pour pouvoir reprendre aussi, certains sujets. Des groupes d'échange sur WhatsApp, c'est important de vous parler de cet outil-là parce que les années précédentes, on a testé plein de choses différentes, notamment, sur Slack à un moment donné. On s'est rendu compte qu'en fait, il fallait aller là où la communauté était et là où elle avait déjà des usages, à titre personnel et Slack était, semi-utilisé par ceux qui l'utilisaient dans leur cadre professionnel, mais ça demandait un effort de parfois de devoir télécharger une nouvelle appli, là où WhatsApp concrètement, de manière assez intergénérationnelle, est dans à peu près les téléphones de tout le monde. Et donc on capitalise désormais beaucoup sur des outils du grand public déjà, intégrés à leur vie quotidienne, pour tout simplement pouvoir échanger plus facilement. Et après on a mis en place tout simplement un rituel de permanence qui avait pour nous une fréquence d'être une visio, une fois par semaine, pour pouvoir avancer, donner à voir de ce que chacun avait pu, faire avancer, dans le projet. Là, vous avez quelques extraits, de ce à quoi ressemble chacun des outils, ça va un cran plus loin, dans le kit. J'espère que je vais pas trop vite. N'hésitez pas sur le chat à m'indiquer, s'il y a des choses qui vont un peu vite, mais je vois que l'heure tourne, donc je me permets de continuer tranquillement. Sur la coordination, ce qui a été nouveau cette année par rapport au festival, des années précédentes, on adresse toujours comme thème principal évidemment la santé mentale, mais on a constaté que pour pouvoir se projeter sur mais en fait ça parle de quoi un festival sur la santé mentale? Un fil rouge en termes de thématique et du coup de signalétique et d'expérience a été très utile pour faire comprendre notre programmation. On a choisi cette année d'avoir un fil rouge autour de la maison et donc très concrètement, on a transformé le lieu qui nous accueillait, la Cité Fertile en Île-de-France, en, chaque espace représentait une salle, une pièce de la maison et à l'intérieur de cette pièce de la maison, on avait des ateliers en lien, au mieux, avec, la pièce en question. Très concrètement, dans la cuisine, on a eu des ateliers autour, de l'alimentation, du rapport, à l'addiction. Dans la chambre, on a eu des ateliers autour du sommeil, de la vie sexuelle et affective, des cauchemars, pour essayer de faire comprendre une programmation qui est assez fournie, vous le verrez si vous regardez un peu plus en détail, qui s'appuie globalement, si je dois le résumer ainsi, sur un axe pédagogique, le fait d'accéder à des ressources, de vivre des ateliers ludiques et un axe artistique, le fait d'être un peu plus spectateur, mais de vivre à travers les différents arts, la transmission de certains messages autour de la santé mentale. On a du stand-up, du drag show, de la musique, du théâtre, plein de choses très différentes. Donc un coucou particulier à La Boucle. Si vous avez envie de venir rapper avec nous l'année prochaine, vous serez les bienvenus, en passant par l'appel à programmation, bien sûr. Voilà, parenthèse fermée.
Ce cadrage de l'expérience festivalière, il nous a aussi permis de cadrer l'appel à programmation. Enfin, pour vous dire que toutes ces innovations, décisionnelles, elles ont eu un impact, interdépendant les unes les autres et on dévoilera le thème, de l'année prochaine, en début d'année 2025. Donc pareil, j'en profite pour faire un petit teasing. On arrive déjà dans la troisième partie qui a été du coup de capitaliser de d'où on part, comment on poursuit l'expérience du festival même après ces 2 jours pour plusieurs raisons. Déjà parce que tout le monde ne peut pas venir au festival, c'est un constat qu'on fait chaque année. Entre même ceux, et celles bénévoles qui ont participé à la construction, parfois pour des raisons, d'espacement géographique, d'éloignement pour être plus précise, géographique ou pour des raisons, hem d'énergie le jour J, on va le dire comme ça. Parfois, ils ne peuvent pas venir le jour J. Donc on a toujours eu très à cœur de pouvoir permettre que même si on n'a pas été là, on peut retrouver les ressources qui ont été partagées pendant le festival. Et donc cette année, ça s'est consolidé autour, de la construction d'une maison virtuelle qui est un espace Notion, pareil, accessible sur notre site, qui reprend des guides, des jeux, des vidéos qui ont été partagés dans chacun des ateliers, dans chacune des pièces de la maison, pour pouvoir retrouver ces ressources dans son quotidien. Au-delà d'être un accès qui permet à ceux qui n'étaient pas là de venir, c'est aussi un bon moyen de retrouver, comme on retrouverait, un bagage chez nous, les ressources qu'on a pu explorer nous-mêmes pendant le festival et faire que, finalement, notre impact en termes de sensibilisation à certains sujets dure dans le temps. Parce que c'est aussi un moyen de redonner les contacts d'experts, parfois évidemment plus experts que nous sur certains sujets. Parce que l'idée, et on en est bien conscient, c'est que le festival, c'est une porte d'entrée, mais être accompagné dans sa santé mentale, ça se vit tous les jours et donc notre idée, c'est aussi de passer le relais, à un différents types d'acteurs et d'orienter au maximum, les jeunes qui viennent au festival. Pour le grand public, c'est cette fameuse maison virtuelle en ligne. Pour les organisateurs et organisatrices, il y a décidément des petites lettres qui se sont doublées. L'équipe méthodologique et bien sûr, et d'ailleurs notre mesure d'impact arrive très bientôt pour les partenaires, pour les financeurs, notre mesure d'impact qui est venue aussi, évaluer la manière dont le festival portait ses fruits concrètement sur ce qu'on avait défini comme étant nos objectifs de l'année. Nos mesures d'impact des années précédentes sont déjà dispo, donc si vous avez envie de les voir, n'hésitez pas. J'avais très à cœur qu'on garde un petit temps si vous avez des questions plus précises sur tout ce que j'ai pu, vous partager jusque-là. J'espère surtout que ça a suscité votre intérêt, votre curiosité, à minima. N'hésitez pas à utiliser le chat du coup, maintenant qu'on a découvert qu'il pouvait fonctionner. Si vous avez des questions en particulier ou envie de partager vous, votre expérience, ce sera avec grand plaisir. Je sais que le passage à l'écrit peut prendre un peu de temps, donc j'en profite pour un petit verre d'eau. Peut-être qu'il n'y a pas de questions particulières. Je garde un œil sur le chat, je me permets du coup de vous redonner quelques infos. Vous rappeler que notre porte est ouverte si vous avez envie de nous raconter votre expérience. On sera, hem, hyper content de savoir peut-être que vous avez essayé vous aussi d'autres manières de faire et que ça a plus ou moins marché ou si vous vous lancez, pour la première fois sur, l'un des dispositifs que nous on a présenté dans notre kit. Bah, racontez-nous comment ça s'est passé pour vous. C'était super inspirant de concevoir l'événement, pas seulement comme une finalité, mais comme un processus. Oui, bah, ravie qu'en tout cas ça vous ait plu et effectivement, c'est un très bon résumé de notre démarche, qu'on va poursuivre encore cette année. Effectivement, parfois de manière extérieure, on se dit, «OK, ils construisent un festival sur 2 jours». En réalité, on le constate aussi, ça a un impact fort sur les bénévoles qui participent, à cette co-construction. Il y en a pour qui, j'en parlais, c'est un début de réflexion sur un projet professionnel. Parfois, c'est un moment de pause dans leur vie parce qu'ils ont rencontré des difficultés et qu'ils ont à cœur,
de pouvoir créer quelque chose qui leur ressemble pour sortir de l'isolement et donc cet impact-là, on ne le mesure pas encore de manière fine, mais on va le faire dans les années prochaines. Donc ouais, c'est très bien résumé le processus en tout cas, on est pas mal dans cette idée-là. En tout cas, la boucle, avec plaisir de savoir comment se sera passé votre, prochain festival et puis donnez-nous les infos parce que ça peut intéresser notre communauté, donc on fera circuler. Hem, Bah, évidemment, si vous avez envie de nous rejoindre dans l'équipe bénévole, vous êtes bien sûr les bienvenus. Si vous êtes auprès de jeunes qui peuvent être intéressés, n'hésitez pas aussi à leur passer le mot et puis voilà, devenez partenaire si vous en avez envie. Avant que je vous raconte un peu le laboratoire, peut-être pour conclure, je vois qu'il y a une question. Comment avez-vous médiatisé les réflexions entre le comité scientifique et les bénévoles? Alors, j'entends le côté médiatisé, à savoir comment on a créé la jonction en termes de communication en interne. En fait, tout est collaboratif. Donc typiquement, quand on parlait d'un tableau décisionnel où la communauté a pris part à la discussion sur certains critères de décision, c'est un tableau qui était autant enrichi et très concrètement ouvert en termes de création et au cercle scientifique et au reste de la communauté grand public. Ils avaient des colonnes, différenciées, mais typiquement si, Camille, notre psychologue, ou Antoine, notre psychiatre, était en train de rédiger un avis, tout était en libre accès tout le temps, en transparence, à 100. Donc finalement, tout le monde a toujours eu accès à toutes les infos sur à la fois les réflexions qui venaient de la communauté et du comité scientifique pour que en fait les avis et les regards se croisent. C'est en ça que la partie présentielle au moment de la décision a été importante, puisqu'ils étaient tous autour de la table, mais par contre, ça a toujours été, aussi longuement dit et répété que le mot final allait aux jeunes. En fait, ça allait un peu dans 2 ordres. C'est que si l'avis scientifique était, plutôt négatif ou en tout cas émettait certaines vigilances, les jeunes en ont eu connaissance au moment de leur décision. Donc en fait, ils s'appuyaient là-dessus. En général, il y avait jamais de contradiction. Enfin, puisqu'on avait tous à cœur d'arriver à la même finalité qui était de passer un moment ludique, joyeux, avec espoir et en sécurité pour tout le monde. Il y avait peu de raisons que le débat devienne «stérile» entre guillemets. Mais ensuite, sur cette base-là, ça restait qu'un avis consultatif. Si les jeunes, par exemple, nous disaient: «Bon, vous avez mis no go parce que X, X raison. Nous, on a quand même envie que ce sujet-là, que cet intervenant-là, il vienne parce que ça nous parle pour X, X, X raisons». C'est en ça qu'on a retravaillé avec certains intervenants pour que les standards scientifiques soient «au niveau» entre guillemets, mais que, la volonté des jeunes prime, à savoir s'ils ont hyper envie, je vous dis n'importe quoi, c'était pas du tout sur ces sujets-là, mais si je reprends l'idée du cauchemar, si, les scientifiques nous disaient: «OK, mais l'intervenant, bon, il s'appuie pas suffisamment sur une base solide scientifique, on risque d'aller sur, des interprétations des rêves un peu étranges et cetera». Ce serait bien, par exemple, qu'il soit accompagné d'un psychiatre ou d'experts, du GHU pour pouvoir parler de ce qui se passe, chimiquement dans le cerveau quand on dort et cetera, pour qu'il y ait un regard scientifique à ce qui est partagé. Et ben, on a reconstruit ou reconsolidé certains ateliers de cette manière-là, en se disant toujours: «C'est les jeunes qui nous disent si ça leur donne envie, parce que c'est ça qui va les faire venir, c'est ça qui va avoir un intérêt pour leur quotidien», mais par contre toujours en co-construction avec le cercle scientifique d'un point de vue consultatif. Je ne sais pas si ça répond à 100 à la question, mais voilà un peu le processus, derrière. Je vous laisse le temps de rédiger s'il y a besoin. Le temps pour moi du coup de vous parler, des prochains rendez-vous. Il y en a 2. Il y en a un en présentiel, donc je sais que Laure, vous êtes peut-être un peu loin pour venir nous voir physiquement, mais il y en a un en ligne, donc vous pourrez être intéressés par le deuxième. Pour celui qui a lieu en présentiel, c'est le démarrage de notre saison du laboratoire, qui sont ces, fameux rendez-vous plus réguliers, mais en plus petit comité autour d'un sujet très précis de la santé mentale. Le premier a lieu le samedi, 16 novembre. Il aura lieu au magasin Généraux à Pantin et il sera autour de la question du logement. Concrètement, c'est de 14h à 17h, c'est gratuit. On demande juste une inscription pour pouvoir suivre évidemment, le nombre de places disponibles, et ça consiste en une exposition et un atelier participatif autour de la question, de la santé mentale et du logement.
L'autre rendez-vous est en ligne. Ce sera un webinaire de la même façon qu'on en fait un ensemble ce midi autour de, la révélation du coup de notre mesure d'impact et ce sera, cette fois-ci en soirée le lundi, 18 novembre, de 18h30 à 19h30. Alors je lis vos réponses. Oui, ça répond bien à votre question, super. Ça doit demander beaucoup d'investissement pour eux de suivre toutes les infos et de s'intégrer au projet. Oui, le cercle scientifique effectivement. Après, il est du coup, mobilisé à certains moments très phares de l'année. Donc là, typiquement sur, l'appel à programmation, il a été décidé et ils savaient en avance, ça faisait partie de leur accord d'investissement que, il y allait avoir ce temps fort, très fort autour de l'appel à programmation et donc très concrètement, ça voulait dire pour eux une mobilisation sur 1 mois, entre le moment de réception et le moment de décision. On a eu 1 mois de prise, de décision, et après on essaye au maximum d'être facilitant par rapport à leur quotidien, bien sûr, parce que ce sont, évidemment, comme tout le monde, des personnes très sollicitées et donc on fonctionne beaucoup par, asynchrone. Donc typiquement, le fait d'avoir accès à comme ça des outils partagés, ça veut dire que, d'un expert à l'autre, bah, il pouvait se connecter, le jeudi, le samedi, le dimanche, au moment où c'était le plus opportun pour lui. On passe beaucoup par écrit pour pouvoir, rendre accessible, et la disponibilité de chacun. Comment avez-vous réussi à trouver des personnes intéressées et à les rendre, acteurs concernant le conseil scientifique, mais aussi les bénévoles? Le conseil scientifique, on a eu une chance, c'est que dès le démarrage du projet, dans les citoyens qui, étaient à l'initiative, du collectif, il y avait déjà des professionnels de santé au sens large et donc en fait, comme c'est consolidé la communauté, globalement, ça a été beaucoup le bouche à oreille. On va dire qu'il y a eu plusieurs cercles comme ça, qui ont fait grandir, le projet. Ça a été beaucoup le bouche à oreille au démarrage, puis ça a été, le fait d'avoir le festival qui a existé. Mine de rien, ça a attiré à nous aussi, des professionnels de santé qui ont eu envie de s'investir, en parallèle de leur profession. Disons que c'est les 2 piliers pour les professionnels de santé, c'est leur venue sur le festival, hem, en tant que participant une année précédente, mais aussi le bouche à oreille. On est allé en chercher certains parce qu'actifs, parce qu'ils prennent la parole sur ces sujets-là, parce qu'ils ont écrit des bouquins, parce que, des associations dans lesquelles ils travaillent ou des institutions avec lesquelles ils travaillent, nous, on les avait en connaissance et donc en fait, on est passé par des relais comme ça de partenaires. Et pour les bénévoles, on s'est, donc appuyé sur le bouche à oreille, sur le festival et là, plus récemment, pour les recruter, on a utilisé des plateformes, chose qu'on n'avait pas fait jusqu'ici. Je pense à la plateforme je veux aider.gouv qui a fait venir à nous, pas mal de jeunes qui sont encore aujourd'hui dans, «le noyau dur» entre guillemets, des jeunes les plus investis. Voilà, donc je vous invite à regarder un peu côté plateforme. Merci Laure, pas de questions supplémentaires, super, bah, j'espère que ça a pu vous éclairer. J'essaierai de participer au webinaire suivant. OK, bah, génial. Avec plaisir, nous aussi de continuer à vous lire. Je connaissais pas, il y a une plateforme qui s'appelle Utile également. Oui, il y en a plusieurs, là j'ai peur de pas toutes les avoir en tête parce que je suis toujours mon listing. Il y a, j'allais dire Benenova, c'est pas tout à fait ça. Mais je pense qu'avec une petite recherche Google, ça devrait pas être trop difficile à trouver. Moi, celle en tout cas qu'on a le plus utilisée cette année, qui a été la plus utile, ça a été je veux aider.gouv. Puis après, globalement, le fait d'avoir, une existence sur les réseaux sociaux fait qu'également, nos campagnes de recrutement, selon les 3 cycles que je vous ai présentés, on les a rythmées, aussi sur nos réseaux sociaux, hein, tout simplement. Mais je vais regarder cette plateforme utile, ça m'intéresse. Sur un point plus technique, comment avez-vous pu financer votre projet? Alors la partie financement n'est pas mon expertise, donc je vais vous en partager ce que moi j'en connais. Mais voilà, je vous inviterai à écrire à l'asso, si vous avez envie d'en savoir encore davantage. De manière assez classique, comme, beaucoup d'associations, on s'appuie sur des subventions privées et publiques. Voilà. Qui se sont elles aussi enrichies d'année en année. On a toute une partie de notre conseil d'administration qui est dédiée à cette recherche de fonds évidemment. Hem, voilà. Je laisse toujours un petit temps s'il reste encore des questions.
En tout cas, n'hésitez pas, vous avez nos contacts, vous avez également nos réseaux. Si vous avez envie de nous suivre, de nous joindre, ou de faire des choses ensemble, notre porte est toujours, très grand ouverte et je vous remercie d'avoir consacré ce temps avec nous. Et puis, bah, je vous dis à bientôt si vous avez envie de suivre nos prochains webinaires. Merci pour tout.